Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir, alors il est tout au bout, Monsieur Lionel Janot de la Fédération interprofessionnelle de diagnostic immobilier, avec à ses côtés Monsieur Thierry Marchand, qui représente la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers, avec Jean-Christophe Protel. Aussi à ses côtés, le syndicat interprofessionnel de diagnostic immobilier. Nous avons une petite touche féminine avec nous, parce que vous êtes bien entourés. Madame Nathalie Réjas-Sirta, avec Monsieur Guillaume Blanc à ses côtés, Monsieur Vincent Pereira, Monsieur Alice Meglich et Monsieur Eric Edeline pour Sèvres, ULSB, Affaires et Affiden. Merci messieurs, merci madame, merci Lionel. C'est le bon moment et je vous laisse le soin de lancer ce deuxième rendez-vous de la journée. Merci, bonjour à tous. Alors pour revenir sur le regard croisé, et à l'origine c'était sur l'actualité juridique de notre métier. On est sur un flow, j'allais dire, qui se calme un peu. Je voulais revenir sur un point qui est dans les tuyaux actuellement à la FNOR, qui est le guide méthodologique dans le cadre de la 46D sur l'évaluation des matériaux de la liste A et B, donc guide méthodologique, qui est important et utile pour harmoniser les méthodologies dans le cadre de l'évaluation de ces matériaux. Donc le guide n'est pas encore sorti, mais est sur le point de l'être. Et la FIDI notamment a pas mal participé à ce guide. Un deuxième sujet qui pourrait être un peu plus éloigné, mais qui est très important dans le cadre du repérage et du rapport de repérage, et pour les diagnostiqueurs, c'est l'importance de la maîtrise d'œuvre ou de l'AMO dans le cadre du suivi du chantier. Pourquoi ? Parce que on se rend compte que un certain nombre de maîtres d'ouvrage vont demander la réalisation de repérage au dernier moment, sans pour autant tenir compte des délais et en visant plus un prix qu'une qualité. Et c'est vrai que les maîtres d'ouvrage, par rapport à la problématique amiante, vont devoir répondre à des obligations sur lesquelles ils n'ont pas forcément conscience, dans une logique d'économie, et que l'importance, bien souvent, du maître d'œuvre ou de l'AMO amiante a une importance parce qu'il explique toute la problématique auprès du maître d'ouvrage. Il intervient auprès des opérateurs de repérage pour éclaircir un certain nombre de points et relire in fine les documents pour affiner et justement organiser en fonction de la casquette, si c'est un maître d'œuvre ou un AMO, le chantier. Et justement dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé avec le CIRTA pour établir des règles techniques qui permettent aux entreprises de désavantage d'avoir des rapports qui soient plus lisibles, même si une bonne partie le sont, mais pour les rendre plus lisibles, plus exploitables, et pour que les opérations de désamiantage et de traitement en général de la problématique soient bien gérées économiquement. Donc ça, c'est un point auquel on tient, qui est important et qui participe à l'importance de fluidifier la chaîne entre les différents intervenants de nos métiers. Donc ça, c'est important. J'ai retenu fluidification, harmonisation, les deux mots d'ordre du premier message que vous passez. On va laisser maintenant Thierry Marchand enchaîner aussi sur son point de vue. Eh bien, mon point de vue sur le périmètre des repérages amiantes dans le monde du diagnostic immobilier en particulier. Alors, il y a une loi qui a été validée l'année dernière, le 25 août 2021, qui est la loi Climat et Résilience, qui embarque dans cette loi tout un programme de rénovation énergétique, mais ça, c'est le petit bout de la lorgnette. Il y a également tout le volet rénovation des copropriétés. Donc, vous allez avoir dans des textes déjà qui sont en vigueur, qui sont applicables, tout un ensemble de protocoles de faire toutes les copropriétés devront faire l'objet d'un plan pluriannuel des travaux. Dans ce plan pluriannuel des travaux, on va y intégrer un ensemble de travaux de rénovation des bâtiments, problèmes de structure, problèmes de réfection de toiture, problèmes de réfection de plancher. Donc, et évidemment, il y a un volet énergétique, mais c'est un volet énergétique, c'est un des volets de ce projet de plan pluriannuel des travaux. Donc les enjeux sont pour la filière du diagnostic immobilier sont absolument considérables si on compte tous les travaux que nous avons à engager dans les copropriétés. Alors, ce ne sont pas des travaux obligatoires, mais ça va le devenir de fait, parce que quand on va regarder par le petit bout de la lorgnette les problématiques qu'on a dans les immeubles collectifs, ça va devenir considérable. On a le volet rénovation énergétique qui est très fort également pour les maisons individuelles,
puisqu'à terme, jusqu'en 2030, 2034, 50% des maisons individuelles devront faire l'objet de rénovation énergétique. C'est pas, là encore, c'est un volume assez considérant. Et donc, vous le savez, je pense, pour la plupart, tous les immeubles qui ont été construits, qui ont besoin de rénovation énergétique, ont été construits avant 97. Là encore, le volet repérage amiante dans les bâtiments en particulier, c'est un sujet qui ne peut pas être mis de côté. Donc, dans toute la démarche des diagnostiqueurs qui vont faire ce type de prestations, l'audit énergétique en maison individuelle, le projet de plan pluriannuel des travaux, voire le DTG, diagnostic technique global, on embarque systématiquement le volet repérage amiante avant travaux. Merci Thierry, j'ai pris les mots, enjeu considérable, le volet énergétique fait partie effectivement, on parle de 2030 mais on y est déjà, donc je retiens ces premiers mots. Jean-Christophe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je partage effectivement ce qui vient d'être dit par les deux autres fédérations ici présentes. Notre position, nous, CIGAD, c'est effectivement, il y a eu énormément d'évolutions réglementaires sur les dernières années. Il y en a d'autres à venir. Je pense que certains d'entre vous ont participé à l'exposé de M. Colomb de la DGT hier, qui a fait un bon bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Pour nous, ça va vraiment dans le bon sens. Ça va dans le sens de la professionnalisation de la filière. Et je dirais, si je retiens deux points particuliers, c'est la création de 6 filières spécifiques qui vont faire qu'on va professionnaliser par filière le repérage avant travaux. Et deuxièmement, c'est la délivrance de titres professionnels. Et ça va forcément dans le bon sens pour toute la filière. Néanmoins, il y a un point, et on le retrouve d'ailleurs pour le repérage avant travaux, mais on le retrouve dans bon nombre de diagnostics, il y a un point qui nous semble manquer, c'est qu'on a toujours tendance à confondre la compétence et la professionnalisation. Donc la compétence, elle est délivrée, c'est le titre professionnel qui valide la compétence. La professionnalisation, il n'y a pas de système aujourd'hui de contrôle continu et de contrôle permanent, de surveillance de la professionnalisation et de l'exécution professionnelle par le diagnostiqueur de sa mission. Alors, heureusement, 98% ou 99% des gens qui font du repérage avant travaux sont des vrais professionnels. Il y a, comme dans tout métier, comme dans toute filière, des gens qui le font moins bien. Et ces gens-là ne sont pas surveillés en continu. Et donc, il nous manque, il semble, nous, c'est notre opinion, qu'il manque un système de surveillance en continu, comme on le retrouve d'ailleurs dans des missions. On le retrouve peut-être, enfin pas peut-être, on le retrouve pour l'amiante navire, où il y a le COFRAC qui joue ce rôle de surveillance. Alors, c'est un peu lourd, certes, mais ça nous garantit quand même un fonctionnement en continu et la surveillance de la professionnalisation du diagnostiqueur. Et donc, il y a une réflexion qui me semble importante à mener, c'est comment faire pour s'assurer, sur les 5 autres domaines, qu'on laisse ce contrôle en continu de l'activité professionnelle du diagnostiqueur. Avec, non pas un bémol, mais aussi une interrogation, c'est le coût que ça va représenter. Et le coût sur la mission. Et si effectivement on rajoute des systèmes de surveillance, forcément ça a un impact sur le coût et ça a un impact sur le prix de vente. Et ça, il faut l'avoir en tête pour trouver le juste équilibre entre comment faire professionnellement, s'assurer que nous faisons professionnellement notre métier et que ça reste économiquement viable pour tous les interlocuteurs, pour les diagnostiqueurs, pour les désamianteurs, pour les maîtres d'ouvrage. Merci Jean-Christophe. On retient, c'est dans le bon sens quand même. Oui, voilà. Pour la professionnalisation, la filière. Un petit point, confusion, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que dit entre compétences et professionnalisation, peut-être un système de surveillance un peu plus développé, un contrôle un peu plus fort aussi en continu. Et un petit clin d'œil aussi, vous avez dit un point de confusion, mais aussi le coût. Donc je dirais 2 points, le coût représenté. Merci beaucoup Jean-Christophe. On va maintenant laisser la parole à Nathalie Rajas du CIRTA. Donc bonjour à tous. Je vais apporter un point du CIRTA mais aussi des entreprises du désamiantage. Par rapport aux entreprises de désamiantage, quand on réalise des travaux, on est toujours en train de se poser des questions. Est-ce qu'on respecte bien les normes? Est-ce qu'on met bien tout en place? C'est une question permanente. Et donc, du coup,
C'est vrai que le CIRTA avec le CEDRE ont réalisé donc ces règles de sous-section 3 et ces règles techniques de sous-section 4, dont la plupart vont être finalisées et mises en ligne fin de cette année. Et on tenait à rebondir un peu sur ce qui s'est dit hier par M. Thomas Collin, qui est le chef du pôle amiante de la DGT, c'est qu'il a insisté sur le fait que ces règles techniques de sous-section 3 et sous-section 4 étaient en fin de compte à prendre en compte comme des recommandations, comme des guides de la CNAM, de la CARSAT, et que ça pouvait être des sortes de DTU de l'amiante. Donc, je tiens à insister là-dessus que c'est vraiment de très bons outils et qu'on ait le soutien total de la DGT sur ces outils qui ont été créés sont vraiment très importants par rapport à toutes les entreprises de désavantage pour vraiment pouvoir travailler dans de bonnes conditions et en respectant toute la réglementation. Un deuxième point que je voudrais aborder, donc, c'est qu'en tant qu'entreprise, on a vraiment un gros problème de main-d'œuvre, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre des amiantages. On a vraiment du mal vraiment à trouver du personnel compétent. Malheureusement, il n'y a pas de réelle formation professionnelle envers les jeunes. On a bien, c'est vrai, des titres pro qui vont être là, mais il faut encore qu'elles se mettent en place. Il faut encore évaluer aussi le coût que les entreprises vont devoir mettre à la poche pour pouvoir justement professionnaliser nos propres ouvriers. Donc c'est très bien, c'est qu'on puisse, disons que le CIRTA a demandé à la DGT s'il pouvait avoir une étude concernant les alternants, les professionnalisations, afin qu'on puisse avoir directement à l'école des jeunes qui soient confrontés au désamiantage et qui puissent avoir envie de venir dans cette filière. Et donc c'est un travail c'est une demande qu'on a faite à la DGT, élargir le fait que les jeunes puissent aller donc en alternance au point de vue dans des entreprises de désavantage. Bien sûr que ce soit entièrement réglementé, on ne peut pas envoyer quelqu'un comme ça. Mais voilà, c'est une demande qu'on a réalisée et on espère qu'on va avoir une suite parce qu'on a vraiment un réel besoin de ce point de vue-là. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est aussi la problématique des rapports amiantes. C'est-à-dire que quand on est en entreprise sur travaux, on se pose toujours la question, est-ce que le rapport amiante est bien complet? Est-ce que quand on va réaliser les travaux, on ne va pas mettre en danger nos ouvriers ou les personnes à côté? Donc c'est vrai que tout ce qui est la nouvelle réglementation en cours, les arrêtés, les normes sur les RAT qui sont sortis et en cours d'être sortis, vont vraiment dans le bon sens pour qu'on puisse travailler ensemble. Et après, il manque une compréhension entre ces rapports amiantes et les entreprises de travaux, c'est-à-dire que quand nous on fait notre analyse critique, savoir si on les fait vraiment dans le bon sens, si on ne fait pas des loupés. Et donc du coup le CIRTA avec la FIDI a mis en place donc cette dernière règle technique, la RT01, qui est une règle technique spécialement justement sur la compréhension des RAT, avec une explication de ce qu'on y trouve, comment on y retrouve et comment faire notre analyse critique vis-à-vis ces matériaux. Donc voilà, c'était les 3 points que j'avais envie d'aborder. J'ai senti que dans ces 3 points, le deuxième point vous tenait très à cœur. Et effectivement, quand on parle de main-d'œuvre et le manque de personnel, le fait que vous ayez avec le CIRTA initié l'envie de trouver des solutions peut-être sur le mode alternant étudiant est déjà une très bonne chose, et vous êtes aussi en accord avec les outils de la DGT pour le premier point, et puis la problématique effectivement en fait quelque part la santé du personnel.
via le rapport amiante, et ça va de pair en fait avec l'envie d'inciter peut-être des étudiants ou des alternants à venir aussi dans le métier, parce que si on prend le bien-être de la personne, on aura davantage envie d'y travailler logiquement. Merci beaucoup Nathalie. On va continuer avec Guillaume, cette fois-ci, Guillaume Blanc pour le syndicat des entreprises de déconstruction des pollutions et recyclage. Je voulais revenir sur un thème de cet été qui est la traçabilité des déchets de désamiantage. Nous sommes passés via l'application Trax Déchets pendant l'été à la place du BSDA papier que nous connaissions. C'est encore les débuts de l'application, même si elle est prometteuse. Des petits sujets nous préoccupent toujours. Premier sujet, c'est l'utilisation par le maître d'ouvrage, qui n'est pas encore très au fait sur l'utilisation au quotidien et pour s'inscrire sur la plateforme. Des sujets également avec certaines filières qui ont des difficultés lors des opérations de proposage provisoire et aussi des transports multimodaux, avec des risques de perte de traçabilité des déchets. Et pour nous, entreprises de travaux, au quotidien, des sujets très pratiques pour la gestion, par exemple, des scellés, qui doivent être indiqués sur le BSDA au moment de son évacuation. Et sans que nous ayons des moyens informatiques sur chantier, il est complexe pour nous de pouvoir indiquer tous ces scellés sur le BSDA au moment du transport, afin que la filière puisse faire le contrôle au moment de la réception. Nous espérons que le webinaire qui aura lieu début octobre sur le thème par Trax Déchets nous permettra de mieux appréhender ces questions-là et d'utiliser au mieux un outil qui nous semble à tous très prometteur. Je vous semble un peu plus inquiet Inquiet? On sent que vous attendez début octobre. J'espère. Cette question, c'est un petit point très très pratique, une application qui pour l'instant n'a que 3 mois d'ancienneté. C'est une très belle opportunité pour notre métier, pour mieux gérer les BSDA et limiter le papier au quotidien sur le chantier et aller vers la digitalisation. Il reste des petits points à gérer qui sont des points de taille qui sont importants, mais tout le monde va y arriver parce que c'est une bonne application. Oui, effectivement. Puis vous avez parlé effectivement de l'entreposage et le transport qui fait partie effectivement. On aimerait bien avoir une belle traçabilité. Merci beaucoup Guillaume pour ces compléments. On va enchaîner cette fois-ci avec Vincent Sapper, l'Union des laboratoires de santé du bâtiment. Oui, bonjour à tous. Donc, je voudrais revenir moi sur un point, notamment le point de l'arrêté du 25 juillet 2022, sur lequel on redéfinit l'article 5 avec notamment les responsabilités entre le maître d'ouvrage, le diagnostiqueur et le laboratoire. Donc, nous avons eu la relecture de ce document et nous sommes en phase avec ce qui est écrit, le projet qui est proposé au sein de la DGP. Donc on analyse bien, 25 juillet, ça c'est la date citée, et pour vous, votre positionnement avec l'UNCSB, c'est que vous êtes en phase avec complètement. Ok, sur cet article 5. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup Vincent. Merci. On va continuer avec Alice Meklich pour Analyse amiante Made in France. Donc, bonjour à toutes et à tous. En complément de ce que vient de dire Vincent, tu évoquais l'arrêté modificatif, donc apparaître du 25 juillet. Lionel évoquait tout à l'heure en ton introduction que le flot réglementaire avait été ralenti ou globalement voilà, est assez stable. En effet, on n'a pas eu côté aussi laboratoire une actualité réglementaire très particulière ces dernières années. Néanmoins, il y a eu un enjeu fort sur la mise en œuvre et les impacts de mise en œuvre, les difficultés, les questions posées, la mise en œuvre de l'arrêté du 1er octobre 2019. M. Collin a évoqué notamment toutes les questions posées par la pertinence de la double grille face au surcoût que ça impose au laboratoire, la dégradation qu'on a essayé de temporaire sur la réalisation ou les délais d'analyse. Ça a été un enjeu fort aussi pour les laboratoires d'accompagner en fait cette mise en œuvre et les impacts de cette mise en œuvre pour les minimiser. Et en effet, dans la continuité, l'arrêté modificatif donc attendu pose aussi une question nouvelle. On en a pris note hier quand on évoque l'interdiction de la forfaitisation des analyses, de pouvoir
ce que c'est, qu'est-ce qui est sous-entendu et clarifier aussi ce point-là. J'avais un deuxième point et le point a été abordé par Thierry tout à l'heure autour de l'enjeu de la rénovation énergétique. Ça a été évoqué également hier par M. Collin. Le pacte vert européen amène mécaniquement un impact fort sur l'actualisation de la directive ou des directives européennes relatives à l'amiante. Donc ça accélère tout simplement la réactualisation de cette directive et ça accélère le projet en cours d'harmonisation européenne. Alors l'harmonisation européenne va porter sur plusieurs sujets et notamment certains impactant directement les laboratoires. La notion de VLEP, de 10 fibres par litre ou d'une fibre par litre, ce que ça impacte sur l'ensemble de la filière, sa faisabilité côté analytique, c'est pas une question neutre bien évidemment. Et l'enjeu pour nous, c'est bien évidemment d'être très vigilant, d'accompagner, d'agir et d'être présent sur ce sujet-là dans l'intérêt de l'ensemble de la filière. De la même manière, les techniques analytiques, quand on parle de MEP, quand on parle du défi aussi avec le MEP, également le choix demain d'une harmonisation de techniques analytiques au niveau européen, ça n'est pas un impact neutre. Donc ça n'est pas une actualité immédiate, mais il y a néanmoins pour les laboratoires une urgence de s'intéresser et d'accompagner vraiment ce sujet au niveau européen. C'est imminent, c'est quand même très proche parce que cette actualisation directive européenne, on y est déjà. Le projet devait paraître ce jour, c'est ça encore. On garde le téléphone allumé. Merci beaucoup Anis Mélis pour l'appel. On va continuer ces regards croisés sur le point de vue des représentants de la filière sur l'actu avec Eric Deline, l'association pour la formation innovante en diagnostic. Parfait, merci beaucoup Thierry. Alors ce qui est intéressant, c'est de me passer en dernier parce que ça me permet justement de revenir sur la partie qui chapeaute un peu tout ça, qui est la notion de compétence. Juste avant ça, ça me paraissait important à cette conférence de pouvoir présenter la FIDEN. Certains ont peut-être déjà connu la FCDTA, qui est une ancienne association. En fait, on a voulu renommer et remettre en place l'année dernière, d'ailleurs au SPA dernier, en mettant en place donc cette association. Donc, comme l'a dit Thierry, c'est l'association pour la formation innovante dans le diagnostic, l'énergie et le numérique. L'intérêt de tout ça, c'était d'avoir une association connectée directement avec nos actualités et les grandes thématiques qui nous préoccupent tous en ce moment. Et dans les préoccupations justement, et je reviens là-dessus, c'est la notion de compétence. Alors Jean-Christophe et Nathalie en ont parlé. Quand on parle de compétences, attention à pas confondre avec la professionnalisation. Et pour nous, à FIDEN, notre position, c'est qu'on a identifié deux grandes urgences. Deux grandes urgences qui sont aussi deux grands enjeux de la filière. Je vais commencer par la montée en compétences. Et d'ailleurs, Thomas Collin en a parlé rapidement hier de la partie montée en compétences. On a beaucoup parlé de la partie RAT pour les intimes. Il a beaucoup parlé aussi du fait du ralentissement de certaines mises en place de certaines normes, du fait du manque de compétences ou même de qualification des opérateurs. On a souvent des opérateurs qui sont formés, opérationnels, mais qui manquent de compétences et donc de professionnalisation derrière. D'où notre intérêt, nous, organismes de formation, et acteurs principaux de la filière, de bien se mettre en relation avec France Compétences, puisque comme le disait Thomas Collin hier, France Compétences est certes une institution, un organisme qui peut freiner de temps en temps parce que professionnaliser ses titres, ses formations via France Compétences, avec des spécifiques, le RNCP, etc., ça peut être assez long, mais par contre, c'est une vraie marque de qualité des formations et derrière de la qualification, certification qui est associée. La deuxième urgence, et je terminerai là-dessus, de la partie compétence, du chapitre compétences de la filière, et Nathalie l'a évoqué, c'est la partie attractivité de la filière, qui est extrêmement important et qui est une urgence aujourd'hui. On a beaucoup tous à gagner de faire connaître nos métiers, de faire connaître notre filière, et cette attractivité va certainement, et c'est sûr, passer par une transformation, et on l'observe aujourd'hui, des modalités de nos formations. On a de plus en plus des formations digitales, on parle beaucoup de digitalisation des formations, de e-learning, de réalité virtuelle, de présentiel augmenté, et c'est tous notre intérêt, organisme de formation, d'aller sur ces nouvelles techniques, ces nouvelles technologies pour
mieux rendre opérationnels nos opérateurs, mieux les qualifier et mieux les accompagner dans leur montée en compétences. D'où l'avènement d'ailleurs des premiers CFA sur nos filières qui accompagnent la filière en rendant capable le recrutement de nos alternants. Il y en a dans l'Assemblée d'ailleurs, des alternants pour nos filières sur la partie diagnostic immobilier. Et comme disait Nathalie, c'est important d'aller sur cette nouvelle voie d'accès au marché parce que c'est ce qui va faire connaître le métier, c'est ce qui va permettre au métier d'avoir un nouvel élan et on a tous, j'en suis sûr, à gagner de cette nouvelle activité, cette manière d'apprendre différemment le métier et c'était important pour moi aujourd'hui de rappeler que la notion de compétence est vraiment transverse à tout ce qui a été dit juste avant. Alors effectivement, au-delà du fait de présenter la FIDEN, tu as employé le mot urgence et aussi les enjeux, mais ils sont étroitement liés, parce qu'on parle de l'attractivité de la filière qui va forcément aussi découler après sur la montée en compétences. Donc les deux vont de pair. Complètement. Merci beaucoup, messieurs, madame. Alors, on va aussi passer à ce petit moment parce que vous êtes tous entendus. Et Lionel, on a entendu aussi ce mot, et je le répète, cette montée en compétences, d'attractivité. Le fait qu'on ait aussi des difficultés de trouver de la main-d'œuvre possible, les enjeux aussi européens. Suite à ces échanges, quel est ton point de vue maintenant par rapport à ce qu'on a entendu de nos représentants de la filière? L'attractivité du métier, alors après il y a différents métiers, parce qu'on parle du désamiantage, on parle des laboratoires, on parle du diagnostic, et en fait, même si c'est la même filière, les compétences sont complètement différentes, les métiers sont différents, le quotidien est différent, les responsabilités sont différentes, tout est différent. Donc, de fait, les attractivités sont aussi différentes parce que les évolutions ne sont pas les mêmes. Donc, pour revenir, j'allais dire, sur le repérage et le diagnostic, si on fait un petit retour en arrière sur les 25 ans qui viennent de passer, les techniciens qui au départ n'étaient pas certifiés sont devenus petit à petit sur l'ensemble des domaines, pour après se spécialiser en fonction des entreprises dans lesquelles ils étaient ou des demandes de leurs clients, alors soit sur le diagnostic immobilier en général, soit sur l'amiante, passer la mention, et puis petit à petit se spécialiser avec le temps sur la vente travaux, la vente démolition, en amiante, plomb et insectes xylophages. Ça a commencé l'énergie, on est tout au démarrage de la problématique énergétique, le DPE à dimension, les audits, mais je ne vais pas m'étendre un peu, on pourra, mais je ne vais pas m'étendre trop loin. Ça veut dire que sur le monde du diagnostic, il y a des évolutions et une attractivité. Et aujourd'hui, on a du monde qui se présente, évidemment, on est en manque aussi de personnel, mais il y a des choses à proposer, à la fois en évolution de poste, à la fois en intérêt, à la fois en spécialisation. Donc, des choses se font. Après, il y a une logique de salaire, et c'est vrai que par rapport sur des jeunes qui vont choisir le métier de diagnostiqueur, et il y en a quelques-uns, ils vont regarder ce qui se passe sur le marché de l'emploi et sur les salaires proposés, c'est une réalité. Et ça participe aussi au facteur de choix de la part des candidats, aussi bien le salaire, l'intérêt du boulot, et puis aussi le confort, parce que aujourd'hui le monde du travail a évolué et on n'est pas dans notre secteur, on n'est pas épargné par des logiques différentes de conception du travail en lui-même, sur lequel nous les vieux, on est peut-être un peu, on n'a plus la même conception. Donc ça, il y a aussi un choc par rapport à la conception du boulot. Merci Lionel. Thierry, on a entendu Anis rebondir sur ton intervention et aussi de Thomas sur ces enjeux effectivement énergétiques, le volet énergétique et ce volet aussi européen. Là, on vient d'échanger avec Lionel sur cette partie d'attractivité. Est-ce qu'on peut peut-être avoir ton point de vue notamment sur ce qu'a annoncé Anis? Alors, sur l'attractivité de notre profession, alors moi je ferai un peu comme Lionel, je resterai dans le périmètre du diagnostic. Effectivement, le monde du diagnostic au sens diagnostiqueur immobilier dans un premier temps a démarré il y a plus de 20 ans, mais on a construit au fil du temps notre profession. Donc l'attractivité, on a du mal aujourd'hui à attirer les jeunes dans notre profession, parce que tout simplement, on n'a pas commencé par le commencement.
C'est-à-dire qu'on a une profession qui a évolué. On est passé par la certification. Au fil des années, parce qu'il y a eu des soucis, on oublie, mais en 2005-2004, il y a eu des gros problèmes avec les notaires. Les notaires ne voulaient plus entendre parler des diagnostiqueurs qui intervenaient, notamment sur l'amiante. On a eu des problèmes sur des repérages amiante avant-vente. Donc on a eu une certification qui est arrivée, qui a été imposée par le droit européen. Et donc cette certification est devenue un élément nécessaire à la population de diagnostiqueurs. Tout ça pour dire qu'on a construit des formations, des certifications, des structures d'entreprise, petites, moyennes, grandes, très grandes, mais notre filière n'a pas construit de base. Nous n'avons pas de socle commun éducatif. On ne sort pas de l'étude, on ne sort pas avec un bac plus 3 diagnostiqueur. On a tout un travail à faire sur la structuration de notre filière du diagnostic au sens large. Et je ne mets plus l'immobilier volontairement, parce que ça ne s'arrête pas à l'immobilier, ça va beaucoup plus large que l'immobilier. Dans le repérage, on a des opérateurs de repérage, nous avons des diagnostiqueurs, nous avons des experts, nous avons notre filière extrêmement large. Donc il faut le dire, il faut le crier fort. C'est un super métier, c'est un beau métier, il faut que les jeunes puissent venir. Le souci aussi que l'on a dans notre filière, du diagnostic en particulier, c'est que c'est une école de la seconde chance. C'est-à-dire que ce sont beaucoup de gens qui viennent d'une ancienne de métier, dans des entreprises, qui ont été licenciés pour diverses raisons, et ils sont arrivés dans notre profession il y a maintenant un certain nombre d'années. Moi, j'en suis issu, je suis tout à fait la personne vraiment de ce profil. Je suis électricien de nature, un électronicien, que j'ai évolué dans diverses carrières, et je suis arrivé à faire du diagnostic immobilier. Pour vous dire qu'on est dans cette structure d'individus qu'il faut aujourd'hui changer, il faut attirer les jeunes pour que ça marche. Il faut que ce soit des jeunes qui viennent. Pour que les jeunes viennent nous rencontrer, rentrer dans nos entreprises, il faut les attirer, Le salaire n'est pas la priorité d'un jeune aujourd'hui qui veut. Et là, on a parlé, qu'on n'a pas les mêmes approches du travail des jeunes générations. Les jeunes générations, il faut les attirer. C'est vrai qu'est-ce que l'amiante, je ne parlerai pas, mais est-ce que le désamiantage est un métier passionnant, sûrement pour les gens qui le pratiquent, mais il faut leur dire. La rénovation énergétique, c'est hyper passionnant. Quand on connaît, lorsqu'on va rentrer chez les gens en particulier, qu'on va accompagner des personnes dans leur vie au commun, régulièrement, c'est hyper passionnant. On va avoir, dans quelques temps, on va également avoir le confort, accompagner l'amélioration de l'habitat pour les personnes âgées. Là, c'est enfin voté enfin décidé au bout de 15 ans. On va enfin pouvoir travailler auprès des particuliers, chez eux, les anciens. C'est passionnant pour les jeunes générations, mais faut-il encore qu'on leur dise. Et vous êtes en train de le faire. Donc là, j'ai vu ton visage, Christophe. Je sens que tu avais envie de réagir là. Oui, non, moi je suis 100% d'accord avec ce que dit Lionel et Thierry. Et je parle effectivement sur le diagnostic, la filière de diagnostic. On ne sait pas faire la promotion de ce métier. Alors, je suis quand même rassuré parce que il y a quand même le deuxième rang. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jeunes qui visiblement sont attirés par ces métiers-là. Et alors je ne sais pas si vous êtes attirés plutôt par le diagnostic, plutôt par le lab, plutôt par... mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un métier... Alors déjà, l'aspect petit sous, c'est un métier qui paye bien. Moi, je n'ai pas peur de dire que le diagnostic paye bien. Moi, j'ai une expérience dans le monde du diagnostic, j'ai une expérience dans d'autres secteurs d'activité, je peux vous dire que ça paye bien. Deux, c'est un métier qui est très évolutif. Et ça, on ne sait pas le dire. Parce qu'effectivement, on peut démarrer par la transaction, et il y a un panel de prestations très large, et un panel de prestations avec une montée en compétences qui est très importante, et qui n'est pas fini, effectivement. Quand on va parler de rénovation énergétique, on est encore au démarrage de tout ça. Donc c'est un métier qui est évolutif, et puis de surcroît, c'est un métier qui a un vrai sens. Et je crois que c'est important pour nous, mais c'est encore plus important aujourd'hui pour les jeunes, c'est de trouver un métier qui a un sens. Et c'est quoi le sens? Qualité, sécurité, environnement. Et tous les jours, les diagnostiqueurs de France et de Navarre travaillent sécurité, qualité, environnement. Et donc ça a un vrai sens. Et ça, je pense que c'est vraiment un travail transfédération. On doit, nous, être capables, au-delà de cette assistance, de promouvoir cette filière. Alors, sache que tu les as cités et j'ai vu Eric prendre le micro, il était prêt à rebondir parce qu'il y a un lien étroitement proche avec les jeunes qui sont devant toi. Et Eric, si tu peux donner quelques petites informations justement.
Merci. Oui, alors effectivement, et je suis très content d'avoir entendu Thierry crier haut et fort qu'il faut attirer les jeunes. Et Jean-Christophe citait les jeunes de devant, parce que ces jeunes de devant sont d'ailleurs déjà alternants pour la filière diagnostic immobilier. Donc je les salue, je suis très content qu'ils soient là aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu de l'association Infidène, de pouvoir promouvoir, créer, se battre au quotidien des écoles, des CFA, les premiers CFA sont arrivés, et de pouvoir monter ce type d'école, parce qu'effectivement, faire connaître le métier, c'est avant tout le faire connaître à des jeunes qui ont envie de se lancer sur le métier, qui sont confrontés à malheureusement ces vieilles rumeurs qui disent que les métiers manuels ne sont pas des métiers d'avenir et qui sont un peu dépassés, etc. Et c'est une aberration aujourd'hui de voir ça encore, parce que tous les jeunes qui sont là et les jeunes des différentes écoles savent que c'est un métier de terrain, de relationnel, qui intéresse beaucoup. Et là, je parle du diagnostic immobilier, mais c'est valable aussi pour les métiers de l'amiante et de la filière en général. Et c'est pour ça que l'association organise de formation qui composeront la filière et même les autres, on se bat au quotidien, c'est pas de tout repos avec France Compétences. Alors, on se bat des fois contre eux, mais c'est surtout avec eux pour professionnaliser et apporter des nouveaux métiers, des nouvelles qualifications à la filière, parce que tout ça apporte beaucoup à la filière, aux personnes qui les composent, à la montée en compétence des opérateurs et à la fierté qu'on peut porter d'être dans cette filière. Donc merci messieurs de crier aussi haut et fort que nous ce message. Et j'ai l'impression que ça s'est très vite réagi, parce que Nathalie, on parlait avec vous tout à l'heure de soutien total et aussi de trouver du personnel compétent. Là, on y avance quand même. Hein. Là, on y est directement, et je trouve que c'est vraiment un très bon exemple à suivre, et un bon exemple, nous, pour qu'on puisse avoir la même chose, et ces mêmes jeunes qui puissent arriver avec des alternances pareilles dans nos métiers des inventeurs, et vraiment rendre, c'est vrai, ce métier attractif. Un des inventeurs, c'est pas quelqu'un qui va démolir, qui est, je veux dire, comme on essaye souvent de nous dire, on démolit, on pollue, c'est les premiers mots qu'on entend. Alors que quand on est des inventeurs, c'est un peu comme quand on construit une maison, on est content de construire une maison, quand on démolit, on des inventeurs, on dit oulala, horreur. Alors que non, à chaque fois qu'un des inventeurs passe, à chaque fois l'habitat, la maison, les lieux sont plus sereins. On a enlevé justement la pollution de l'amiante qui peut polluer en permanence, même l'air quand on y habite. Donc c'est vrai que pour moi, c'est quelque chose qui est bien. C'est une fois qu'un des inventeurs est passé, le milieu est plus serein. Donc c'est vraiment un plus, et c'est un bien pour l'environnement, pour la sécurité de tout le monde. Donc c'est vrai que cette attractivité-là chez les jeunes qui sont en plus très portés sur l'environnement et la sécurité en ce moment, vu l'état actuel avec le climat, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un sujet pour pouvoir justement les faire venir dans cette filière. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on puisse avoir pour les désinventeurs vraiment de l'alternance ou d'autres formations similaires pour pouvoir les attirer dans notre profession. Guillaume, on a aussi, même avec ta structure, c'est ce rôle de transmission aussi quand tu as de la formation. Alors, il n'y a pas que la formation des personnes que tu rencontres, mais c'est au quotidien, en fait, c'est un message que tu passes systématiquement auprès de tes proches, des gens que tu connais, en disant venez, retrouvez-nous, découvrez. On a quand même un métier de médecin de la terre et des bâtiments. C'est en un sens notre métier de rendre notre environnement plus sain et moins cancérigène. C'est une recherche globale des entreprises. Pour ce qui est des jeunes, on leur propose, comme l'a précisé avant moi, souvent des métiers de deuxième voie, deuxième chance, avec des offres en CDI, des métiers proches de chez eux qui apportent un développement durable, puisque c'est de proximité, durable et qui vise à améliorer l'habitat de tous. C'est vraiment donne du sens dans notre métier. Et oui, au quotidien, on essaye d'attirer des compétences vers notre métier et de capitaliser sur ces personnes-là et de les faire monter en compétences. Quelqu'un qui veut passer opérateur, peut passer chef dans un délai court, mais il reste encore à mettre en place des titres professionnels qui ont existé en 2018, qui n'ont pas pu voir le jour encore. On espère qu'en 2023, ils seront remaniés et qu'ils pourront arriver à être mis en place dans cette formation pour qu'on puisse nous en bénéficier en entreprise de formation
et obtenir des personnes qualifiées. Je tiens aussi en formation à souligner le CQP que nous avons mis en place du métier de désamianteur qui est organisé dans l'Est de la France. Pour l'instant, c'est un seul organisme en France qui peut le mettre en place. Nous espérons d'autres organismes qui pourront suivre ce métier CQP. Merci beaucoup, Guillaume. Vincent, Alice, pour faire la clôture, hein, puisqu'on y arrive bientôt au terme de ce regard croisé, on a eu l'occasion de parler de beaucoup de projets, mais aussi des projets concrets. Comment vous vous situez maintenant avec ce qu'on vient d'entendre de différents interlocuteurs, notamment en termes de, si je venais à citer effectivement la traçabilité, le fait de voir, c'est ce que tu disais, que tu étais en harmonie, on va dire, avec celle du 25 juillet 2022, et ce qui risque de se passer dans la formation, mais dans les deux mondes, la formation et l'information. Vincent, Alice, comme vous voulez, peu importe. Je pense que le propos va nous réunir de toute façon avec Vincent. L'enjeu de compétences, on l'a évoqué de toute façon également pour les métiers de laboratoire. On ne va pas parler forcément dans les métiers de laboratoire de métiers de deuxième chance et pour autant, en fait, nous n'avons pas de formation qui, comme pour le métier de diagnostic, on est analyste dédié sur le sujet de manière très spécifique. On a exactement les mêmes enjeux forcément d'attractivité aussi de notre profession. Lionel disait tout à l'heure qu'on a des métiers différents et en fait on se rejoint quand même sur le sens de l'ensemble de ces métiers-là. Jean-Christophe le notait tout à l'heure aussi, c'est notre enjeu. On s'inscrit en fait dans une chaîne de valeur qui est la rénovation énergétique qui passe notamment par la dépollution forcément en préalable. Et finalement, les passerelles, je pense qu'on peut aussi les imaginer aussi de manière transverse. Nos métiers de laboratoire peuvent amener à s'intéresser aussi aux métiers en amont du diagnostic ou en aval aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi des choses forcément à imaginer, transformation à travers aussi l'ensemble de la filière pour imaginer des schémas de carrière dans ce beau projet aussi, dans ce grand défi de la rénovation du bâtiment au sens large. Et typiquement, on parle amiante, mais les métiers de laboratoire, de toute façon, vont toucher aussi d'autres sujets de polluants du bâtiment qui sont déjà d'actualité. Donc, je pense que c'est un domaine très large, qu'on veuille aller rester dans le périmètre du monde analytique ou qu'on veuille s'intéresser de manière transverse un peu plus largement à la filière. Oui, on ne parle pas que d'amiante maintenant. Vincent, est-ce que tu souhaitais rajouter un point supplémentaire, notamment avec l'intervention de Dalis? Non, moi, je pense que je suis en accord avec ce que vient d'annoncer Anis. On a aussi une professionnalisation au niveau des métiers des laboratoires qui devient un peu compliqué avec les prérequis qui nous ont été imposés. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu l'ensemble de mes confrères sur leurs diverses interventions. Ben, c'est parfait.